Bonjour Estelle, Coucou. on se retrouve pour le 74e cycle d'investigation. Mhm. Comme d'habitude, il y aura une première partie qui correspond au protocole de la team, les phasis, et deuxième partie libre. Donc si tu es prête, on peut commencer. C'est bon. Comme d'habitude, tu respires profondément. Estelle, Mhm. tu te sens? Ça va. Très bien. Je vais te poser la première question. Mhm. Connecte-toi avec le mot temps et qu'est-ce que tu perçois comme l'écoulement du temps terrestre? Euh, En fait, la première chose qui me vient, c'est me sentir enfermée dans quelque chose, contrainte à suivre un mouvement particulier. C'est la première chose qui me vient de ne pas avoir le choix de suivre ce courant-là. Est-ce que tu vois des images, quelque chose en particulier? Euh, comme, euh, Comme une boule où il y aurait comme une rivière qui va dans un sens et tout le monde prend la rivière dans ce sens-là et comme avec une ligne au milieu c'est un peu comme si cette ligne en fait elle n'était pas on pouvait se décaler un peu de la ligne elle représente le temps tel qu'il est vécu et perçu par une personne, mais c'est un peu bizarre parce que autour de ce point et de cette ligne, les âmes et les êtres qui sont soumis à cette énergie euh, sont comme de chaque côté, ou du moins pas très loin de cette ligne, mais toujours un petit peu comme un peu décalé, comme si on pouvait être décalé par rapport au temps, mais ça reste toujours une même énergie, un même fil qui se suit un peu comme dans un logiciel de musique où on a, ou même dans un logiciel de montage, on a une ligne comme ça qui arrive comme ça et qui passe. Euh, Chaque être est lié à cette ligne qui passe, donc l'énergie du temps, ou du moins le point de référence, mais chaque être est positionné différemment, hein, comme si la perception était légèrement différente. Y a-t-il des facteurs liés au temps? Non, oui ou en partie? Euh, la question n'est pas assez précise pour moi. Quel genre de facteur? Donc, si tu vois des facteurs, dis-moi lesquels. Ce que tu perçois là. Le truc, c'est que je perçois qu'il y a plusieurs points, mais c'est très difficile pour moi d'aller récupérer les points particuliers. Je vois qu'il y a... Enfin, ce que je vois et que je perçois, c'est comme des épingles. J'en vois peut-être 8, quelque chose comme ça. C'est le nombre qui me vient. Euh, qui sont accrochés autour de cette image du temps que j'ai. Euh, Si tu te concentres sur une seule. Ouais, c'est ce que j'essaie de faire. Ça, c'est un peu difficile pour moi de mettre des mots dessus, mais c'est comme si il y avait quelque chose qui générait le temps, comme s'il y avait comme une constante comme une loi universelle ou quelque chose, une énergie qui maintient le temps, comme une conscience qui maintient le temps. Je sais pas comment trop expliquer
Sans ça, c'est comme si le temps ne pouvait pas subsister. D'accord. Très bien. Mm. On va passer à la 4e question. Ok. Comment la faune terrestre perçoit-elle le facteur de temps? C'est pratiquement la même chose que pour nous, comme ce truc qui passe, mais c'est comme si, je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme s'ils voyaient plusieurs morceaux différents, comme si, euh, je sais pas, c'est un peu bizarre, mais c'est comme s'ils pouvaient percevoir plusieurs temporalités en même temps, ce qui est un peu étrange, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas juste que ce flux-là, comme un seul flux qu'on perçoit nous, mais je sais pas, d'autres flux, j'arrive pas trop à t'expliquer là. D'accord, c'est déjà bien. Et comment la flore terrestre perçoit-elle l'élément temps? C'est un peu différent, et là, en fait, j'ai eu une vision des minéraux aussi, et c'est un peu la même chose que plantes et minéraux. Euh, le, le temps est vraiment pas vécu de la même manière. Là, ce que je vois, c'est comme si, tu vois, la ligne de temps que je te disais par rapport à l'incarnation. Moi, je l'ai vu par rapport à l'incarnation humaine. Si on prend des végétaux, des minéraux, cette zone, elle est comme un cercle, c'est plus tellement une ligne. Et D'accord. c'est extrêmement étrange pour moi de comprendre comment ça. Enfin, de t'expliquer en fait, parce que c'est une zone où la conscience se trouve, mais c'est pas un point précis, donc c'est comme si elle se trouvait dans plusieurs temps en même temps. Le temps a l'air de passer plus vite que pour nous, vu que la zone est plus large. Euh, mais c'est comme si c'était à plusieurs temps en même temps. C'est très bizarre. D'accord. Ou que ça couvrait plus de. Enfin, je. Je suis C'est vraiment dans bien. l'incapacité de comprendre. C'est juste l'image, je peux juste te montrer l'image que je vois, hein. C'est juste, Mhm. au lieu d'avoir juste comme une aiguille comme ça, qui montre le temps, qui est très précis, là c'est beaucoup plus gros, comme si c'était moins précis, un peu comme si tu avais un laser comme ça que tu avais, qui, qui va montrer une zone moins précise, comme s'il était flou. Et nous, c'est vraiment très précis, très pointu. D'accord. C'est intéressant. On pourra. Je vais continuer à te poser les questions du protocole et dans la 2e partie, on pourra aller approfondir si tu veux bien. Ok. Comment la conscience collective perçoit-elle le temps? La conscience collective de quel règne? L'humanité, j'imagine. C'est ce que je vois moi, c'est j'ai encore cette pointe, mais elle est il y a la pointe, mais il y a aussi comme un petit cercle autour, comme si on mélangeait l'idée de que j'avais dans tout ce qui était minéraux et végétaux et qu'il y avait un petit cercle autour. Et maintenant que je vois ça, je comprends mieux ce que j'avais vu pour les animaux. C'est un peu la même idée pour les animaux. Il y a ce petit cercle autour, comme si la vision du temps était un peu plus élargie et moins précise que ce que nous on a. Ok. Les informations sont présentes dans la conscience collective par rapport au facteur temps. J'ai pas entendu le début de la question. Pardon. Quelles informations sont présentes dans la conscience collective par rapport au facteur temps? C'est comme si
ça avait enlevé tout ce qui était à l'extérieur du temps. Moi, moi, je vois vraiment comme un conditionnement, mais c'est un conditionnement lié à tout ce qui est en rapport avec l'incarnation et le temps. On... Il est très difficile de voir ce qu'il y a à l'extérieur du temps et voir comment ça fonctionne sans le temps. Mais je reste toujours sur ce truc de quelque chose d'enfermé et de contraint de suivre le mouvement. C'est très angoissant en fait comme vision en fait Mhm. si tu es un peu à l'extérieur de ce concept de temps. Enfin, moi, je le ressens comme quelque chose d'angoissant, cette contrainte de devoir toujours avancer, de ne pas pouvoir voir les choses plus grandes. C'est très limité, en fait, comme manière de vivre et de percevoir. D'accord, très bien. Le rythme circadien ou horloge biologique interne est-il connecté au temps terrestre? Non, oui ou en partie? L'horloge biologique interne est-il connecté au temps terrestre? Je dirais en partie. En partie. Alors, comment cette relation est-elle déterminée? Euh, chaque être est relié à sa temporalité. Comme je te disais, chaque être est plus ou moins proche de cette aiguille centrale qui définit le temps tel qu'il passe pour le règne humain. Et en fait, c'est cette petite différence qui fait que chacun va percevoir le temps d'une manière assez différente ou qui va toujours être en retard par rapport à une autre personne ou qui va ressentir le temps d'une autre manière. C'est comme si toutes les horloges, si chaque être humain était une horloge, c'est comme si elle retardait de quelques minutes ou que le mécanisme était plus lent et que ça permettait pas à la petite aiguille de faire le même nombre de marquer les secondes au même temps que cette aiguille centrale. Mhm. Et ça marque comme ça des différences. Et c'est en ça que c'est lié. C'est lié en même temps à ce courant qui est universel et qui fonctionne de la même manière pour tout le monde. Mais le marquage de chaque aiguille, étant donné qu'il est très légèrement décalé, va pouvoir avoir une incidence sur l'horloge interne. D'accord. Ok. Comment les désincarnés perçoivent-ils le facteur temps? Le, Là, j'ai de nouveau cette vision. Maintenant, c'est plus tellement c'est un cône. Je perçois pas tellement la différence parce qu'au final, la forme que je vois par rapport au flux du temps est la même. Mais c'est un cône et c'est plus un cylindre. Euh, c'est c'est très subjectif de chaque personne, mais en gros, c'est comme s'ils avaient la possibilité de ne pas suivre la ligne de temps telle qu'elle est définie, mais d'avoir beaucoup plus de liberté. Euh, de pouvoir s'arrêter à un moment donné, ce qui est possible quand on sort du temps. On n'est pas contraint de suivre le mouvement. Euh, et du coup, c'est ce que donne ce cercle en fait que je vois. Du coup, le cône, puisque c'est comme ça. Mais du coup, ce que je vois, c'est vraiment comme une rivière de temps et un cercle qui est marqué sur la rivière de temps. Euh, Du coup, ce cercle permet de naviguer à l'intérieur, de ralentir son propre temps ou de même imaginer le stopper. Après, le cercle a une limite, donc forcément, à un moment donné, ça va devoir bouger. Si on reste sur le bord le plus lointain du cercle, ça bougera aussi avec la ligne de temps. Mais, euh, mais on a quand même de la marge de manœuvre qui est pas du tout le cas pour les humains quand ils D'accord. sont incarnés. Le temps de la Terre
Est-il variable? Non, oui ou en partie? Je vais dire en partie parce que j'ai l'impression que ça dépend. D'accord. Par qui ou par quoi? Euh, la... Moi, je vois je perçois la Terre comme une conscience propre au même titre que le règne des minéraux. Euh, Sauf que son cercle est beaucoup plus grand, voire fait quasiment la totalité de toute la rivière du temps. Alors c'est très bizarre parce que ce, ce que je vois, c'est que le temps, il a comme pas comme un début ou une fin, mais il c'est un circuit, comme si ça recommençait à un moment donné. C'est super bizarre. Mais en gros, la Terre, elle a quasiment tout le rond de la Terre, tout ce cylindre, fait quasiment toute la taille. Donc en fait, la Terre peut se balader euh, sur tout le temps. Ça reste contraignant parce on peut pas se soustraire. Mais dans l'incarnation de la Terre, en tant que planète, euh, elle peut choisir de vivre plus lentement ou plus rapidement. Euh, ça n'a pas d'incidence particulière sur les êtres qui vivent dessus, j'ai pas l'impression, ou alors ça a une incidence assez faible. Euh, mais elle peut choisir de moduler son temporalité comme les minéraux ou les végétaux, ou un tout petit peu les animaux, mais c'est vraiment très minime par rapport au reste. D'accord. En ce qui concerne notre perception du temps, quand et comment a-t-il subi des changements? La perception du temps en elle-même, le temps est toujours plus ou moins le même, avec des changements très minimes. La perception en tant qu'être incarné, euh, elle vient. Moi, ce que je vois, c'est juste les modes de vie qui vont marquer un changement par rapport à ça, mais sinon, le temps reste plus ou moins la même donnée qui influe comme ça et qui va avoir de légers changements, mais vraiment pas au point de dire qu'une journée peut se transformer en une seule heure. Pour moi, c'est pas autant. À la limite, on peut avoir, je sais pas, quelques minutes de décalage, mais ça reste toujours très linéaire et c'est la personne en elle-même qui va changer cette perception. Le temps ne change pas, la personne va changer la perception qu'elle en a, mais c'est tout. Et c'est vraiment en fonction des modes de vie. On, le temps passe pas de la même manière au Moyen Âge que maintenant, par exemple. Pour les personnes qui le vivent, mais le temps reste le même. Je sais pas D'accord. Mhm. si c'est clair ce que je D'accord. dis. Si, si. C'est, enfin, je crois. C'est comme si je te donne un exemple, Mhm. c'est comme si, par exemple, euh, si tu dis à un enfant que dans 3 semaines, il va avoir un jouet, peut-être qu'il verra pas le temps se dérouler aussi vite ou aussi lentement. Euh, oui, parce il a pas les mêmes obligations. Socialement, c'est pas rigide comme les adultes qui ont des tâches bien précises. Mhm. Mais oui, c'est un peu l'idée. Ok. Y a-t-il des points sans temps, non, oui ou en partie? Ça m'envoie à ce dôme qu'on avait vu euh,
Ce truc de après la mort, là, je me souviens plus ce que Oui. c'était. Investigation sur la Ouais. réincarnation. Le temps y est, mais c'est une zone. Je sais pas comment expliquer. Le temps est interne à ce dôme, mais c'est comme si ça sautait par-dessus, comme si le temps, il était. Comme si on avait créé un temps particulier pour ça, et qu'à côté, il y avait la rivière du temps qui passait à côté. Voilà, il y a le dôme et la rivière du temps passe à côté, mais il y a un temps à l'intérieur, mais c'est comme si c'était pas le même en fait. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres points mis à part ce dôme? Euh, non, non. Ok. Estelle, on va pouvoir passer à la partie libre. Mhm. Alors, je vais les revenir sur les désincarnés et comment ils perçoivent le facteur temps. Tu me disais que ils n'avaient pas à suivre un mouvement qui les enferme dans une contrainte, comme nous on le perçoit dans la physicalité. Mhm. Ouais. À quoi c'est lié ça? Parce qu'ils n'ont pas de corps physique justement, ou qu'ils ne sont pas vraiment attirés par la masse qui est la Terre? Ce que j'ai vu tout de suite, c'est le cerveau. Le cerveau physique contraint une perception particulière et c'est du coup la forme humaine physique incarnée qui, euh, qui contraint ce temps-là. Une fois qu'on sort de ça, euh, déjà il y a un changement, je sais pas comment dire, pas de plan, mais comme un changement de ligne. Mhm. Et dans ce changement de ligne, on peut aller, enfin, on peut percevoir comme si le temps comme si on voulait. Mais par exemple, là, j'ai l'image de quelqu'un qui serait dans le coma avec une partie du cerveau qui ne fonctionne pas. Elle est un peu dans cet état-là, en fait, de temps qui est complètement modifié et qui s'est élargi. Ou la zone je sais pas, de vivabilité du temps, de perception du temps, Mhm. perception, elle est plus large. D'accord, J'ai l'impression. ça justifierait le fait que quand une personne se réveille du coma, elle est étonnée du temps qui est passé. Oui, ça peut Donc, justifier, mais pour moi, c'est vraiment ici le cerveau qui permet d'ancrer cette épingle comme ça, qu'elle soit mhm, si précise. d'accord. Étant donné qu'on n'a pas tous la même perception du temps à chaque moment, selon ce qu'on fait, selon ce qu'on pense, selon nos objectifs, selon nos envies, si on prend plaisir, si on prend pas plaisir, euh, euh, j'ai un trou, je sais plus ce que je voulais te poser comme question, tout va bien. Euh, Qu'est-ce passerait-il si euh, on n'avait pas de temps physique? Le temps physique qu'on a créé, qui est l'horloge, qui nous permet de se rencontrer, prendre des rendez-vous. Euh, Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que cette horloge physique est essentielle pour les humains? Elle est essentielle dans cette société-là, mais elle ne l'est pas sinon. L'être humain peut se repérer. Après, c'est un animal c'est un animal qui se gère en fonction de la nature, en fonction du soleil, etc. Donc il y a quand même de manière naturelle une horloge qui est proposée à l'être humain. C'est par nature en fait, programmé à l'intérieur de devoir suivre un schéma, quelque chose
qui se poursuit, qui a une temporalité bien définie. J'ai D'accord, l'impression que ouais. si on enlève le soleil, si Mhm. on enlève le temps, il y a une désorientation qui se fait. C'est très difficile. C'est très difficile de se repérer. Mhm. C'est c'est- c'est comme ce truc d'instinct à l'intérieur. C'est programmé. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est Avec l'horloge programmé. biologique. Oui, tout est imbriqué et tout est important. Mhm. Après que ce soit une horloge bien précise comme on a nous ou juste le soleil, ça c'est en fonction du mode de vie de chacun, mais j'ai l'impression que quelque chose doit être précis, jour, nuit, au moins, au moins quelque chose de défini. Mhm. Quand on est près de cette ligne temporelle qui apparemment nous attire euh, et qui nous oblige, comme tu dis, à suivre cette ligne de temps, Mhm. c'est quoi cette contrainte? C'est comme quelque chose de magnétique? Je sais pas si c'est magnétique. Je verrais plus comme ce que je vois là, c'est plus comme un râteau que tu vois qui prend et qui oblige en fait. C'est comme si euh, après oui, c'est magnétique aussi parce qu'il y a des êtres qui sont un peu en arrière et d'autres qui sont un peu en avant. Donc un râteau, ça prendrait pas ceux qui sont en arrière. Mais c'est vraiment très. Moi, je le vois comme quelque chose de. Je le perçois comme quelque chose de violent, d'agressif. Une fois Mhm. que je sors un peu de ce système-là. D'accord, C'est quelque chose qui personnellement me plaît pas. ok. Mais ça, c'est juste moi. Estelle, perçois-tu plusieurs présents, plusieurs lignes de temps? Oui, je vois comme plusieurs lignes les unes sur les autres. Est-ce que nous, physiquement, nous pouvons sauter ces lignes de temps, passer d'une ligne à une autre sans s'apercevoir du changement de Non. ligne? En fait, moi j'ai l'impression que c'est constant, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Euh, Limite à chaque seconde, on saute d'une ligne à une autre. C'est comme si chaque pensée générait une nouvelle ligne. C'est comme quelque chose d'extrêmement Mhm. naturel, aussi naturel que de penser quelque chose. Comme la potentialité du futur? Je comprends pas ta phrase. En fait, si je te dis demain demain je vais chez mes parents et puis 10 secondes après je te dis oui non en fin de compte demain j'ai une session à faire. Est-ce que là il y a un changement de ligne de temps? C'est pas aussi systématique que ça, j'ai l'impression. C'est comme s'il y avait des choses qui étaient prédéfinies et j'ai l'impression que ça rentre dans une autre catégorie. Ce changement de ligne de temps, c'est plus, moi je trouve que c'est plus, ce que je ressens là, c'est plus lié à de l'émotion ou quelque chose comme ça, mais sinon, ce genre de décision-là, c'est beaucoup plus, j'ai une sinusoïdale là, mais c'est plus doux que juste l'émotion va nous faire changer brutalement, mais c'est comme s'il y avait une direction qu'on suivait, et sauf changement drastique, mais qui n'arrive que très peu, on se déplace tout doucement vers un potentiel, donc ce que tu disais, mais c'est doucement. Moi, ce que je perçois, c'est plus au niveau euh, des émotions qui vont changer à quelque chose. Donc physiquement c'est imperceptible? Ah oui, oui, oui. Si ça se trouve, D'accord. là, on est déjà passé de une à une autre.
un millier de fois, on s'en est pas rendu compte. Ok. J'aimerais qu'on voit ce que tu as perçu avec, je crois que c'était la faune, ou non, la flore plutôt. Tu m'as parlé d'un rond, mais tu me parlais d'un rond ou d'un cylindre? C'est un cylindre, mais sur la Mhm. ligne de temps, c'est un rond. C'est un cylindre posé sur la ligne de temps. Un cylindre posé sur la ligne de temps? D'accord. Ok, Oui. je vois. Si je te parle, moi, ça me fait penser à quelque chose. Si je te parle des trous de verre, tu as déjà entendu parler des trous de verre? Mhm. Les trous de verre, on dit que, alors c'est très apparemment difficile à trouver un trou de verre qui serait de taille pour faire cette expérience-là. On dit que si on rentre dans un côté d'un trou de verre et qu'on ressort par l'autre, on arrive à remonter le temps. Ok? Mhm. Est-ce que quand je te dis ça, tu vois un lien avec la perception de... Est-ce qu'elle serait toujours dans le même cycle de temps, sans, sans que rien ne change en fin de compte? Moi, j'ai pas l'impression que ça soit lié à cette histoire de trou de verre. Euh, Peut-être que le principe est le même, mais non, je vois pas de déplacement de ce type-là. Enfin, je perçois pas quelque chose qui va se déplacer par rapport au temps. Il n'y a pas de déplacement. Je sais pas comment te Pourquoi? dire. Oui. Non, tu peux finir, je t'en prie. C'est une vision et une perception de temps différentes. Il n'y a pas de déplacement. Il n'y a pas de déplacement. Il n'y a pas de déplacement de temps. Les êtres minéraux, végétaux ne se déplacent pas dans le temps. Ah d'accord, ok. Alors je comprends mieux du coup. Du coup, c'est comme s'il restait figé, c'est ça? Il n'y a pas de mouvement. Il y a un mouvement, mais c'est, c'est comme si l'aiguille était beaucoup plus grosse, en fait. Notre aiguille est beaucoup plus Nous, on a quelque chose de très fin. Si ça se trouve, on pourrait imaginer une autre classe, une autre catégorie qui serait encore plus fine et qui trouverait que nous, on est comme un cylindre. Euh, non, y a pas de perception, il n'y a pas de déplacement, c'est que de la perception très différente. Et on peut Alors, la prendre comme un mouvement, mais il y a un mouvement, mais beaucoup plus lent. alors ça va paraître bête ce que je te dis par rapport à la flore, mais du coup, comme il n'y a pas vraiment euh, de mouvement, on va dire que c'est plutôt un temps figé. Est-ce que pour eux, pour la flore, le temps va plus vite, en fin de compte? C'est comme si le temps passait plus vite. Par rapport à nous, oui. D'accord. Donc à partir du moment où les êtres sont en mouvement, le temps est plus lent. C'est comme si ils étaient sur la même ligne, sur la même ligne de temps que nous. La Mhm, flore est sur la même ligne de temps que nous. mhm. Et à un moment donné, nous sommes en mouvement. Donc c'est-à-dire que le temps qui passe n'est pas le même. Si nous commençons à bouger, si on n'est plus figé comme la flore, le temps pour nous va ralentir. Ce qui fait qu'on sera plus sur la même ligne que la flore. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si ça correspond totalement à ce que je vois. Vas-y, dis-moi. Ce que tu perçois, c'est dans l'hypothèse où les minéraux et les végétaux pourraient nous percevoir de la même manière que nous. Effectivement, ils nous verraient bouger plus vite. Enfin, ils nous verraient bouger vite, mais je sais pas comment expliquer. D'accord, je vois Ça ce que reste, tu veux dire. tout est Je vois ce que ensemble tu... en fait. En fait, mon exemple, il est valable que de humain à humain. Mm. Si un humain est figé et si un autre est en mouvement, c'est différent.
Enfin, la perception du temps ne serait pas la même. Là, pour la flore, la perception n'est pas du tout la même en fait. Non, D'accord. c'est pour ça que j'arrive pas trop à t'expliquer parce que je ne comprends pas comment. Je n'ai jamais vécu ça, donc je sais pas. Ok, bien. On va revenir sur les désincarnés. Tu me disais que les désincarnés n'avaient pas vraiment de contraintes au niveau du temps. Mm. Ils peuvent choisir de s'arrêter. Admettons, on va parler de la réincarnation. Admettons, est-ce qu'un désincarné, enfin quelqu'un qui meurt par exemple en 2021, Mhm. va pouvoir, s'il a envie, s'incarner dans une année en arrière, par exemple. Je sais pas, je vais dire 1950. Oui, donc dans le trajet d'incarnation, donc c'est pas une âme qui reste là et. Non, oui, Une fois une fois qu'elle a laissé son corps en 2021, Ouais. voilà, qu'elle est désincarnée, est-ce qu'elle peut, puisque le temps apparemment n'est pas le même pour eux, et ils ne sont pas contraints à suivre cette ligne de temps, est-ce qu'ils peuvent revenir pour nous, hein, pour nous c'est en arrière. Peut-être Mm. que pour eux c'est pas en arrière, c'est pas la même perception, mais admettons, ils retournent allez, dans une vie en 1950. Qu'est-ce que tu perçois toi quand je te dis Mais ça? une fois que tu sors du système de temps, tu peux aller où tu veux dans le temps. Il y a des portes partout, sauf dans le D'accord, dôme là, mais tu peux aller où tu veux. Il y a pas d'accord, de. Tu peux aller ok. dans le futur aussi. Parle-moi de ce dôme sans temps. Pourquoi il n'a pas de temps, ce dôme? C'est comme. Je le perçois comme une création à part. Comme quelque chose. C'est comme si s'il avait le temps, le même temps que tout le reste, il était. C'est comme s'il était accessible en lui ayant donné un temps propre. euh, il est comme protégé dans ce dôme. Mhm. D'accord. Je vois pas Mm. d'autres raisons pour lesquelles. Pour moi, c'est un système de protection, une sécurité. D'accord. Tout à l'heure, tu m'as parlé d'épingles. Tu m'as parlé de quelque chose d'universel qui génère le temps, comme une conscience. Quand je te dis ça, qu'est-ce que tu vois? Comme. Je sais pas comment te dire, c'est comme une machine qui. C'est très imagé, hein, très symbolique, comme une machine qui génère les différents courants de temps, donc toutes les strates que j'ai vues tout à l'heure quand tu m'as demandé s'il y avait plusieurs temporalités de présent, etc. Comme une machine qui génère tout ça, mais c'est une machine vivante, comme si c'était toute une. Enfin, c'est pas tout à fait pareil, mais comme si c'était carrément tout un groupe d'âmes qui générait ce temps-là, mais c'est pas tellement. C'est pas pareil que des âmes qui vont s'incarner ou quoi, c'est très différent. Je sais Mhm. pas comment te dire, c'est la conscience de temps qui génère le temps et Ouais. qui fait en sorte que tout circule bien, comme s'il devait y avoir des imbrications, ce circuit qui doit toujours être en fonctionnement, comme si ça devait être alimenté. Que si ça arrêtait d'être alimenté, le temps n'existe plus. C'est comme si c'était une D'accord. création en fait. Mhm. Ok, très bien. Tout à l'heure, on a parlé de la faune. Donc, tu me disais que les animaux pouvaient
avoir la perception de plusieurs temporalités. Pourquoi peuvent-ils En fait, c'est juste que j'avais pas compris comment ça fonctionnait. C'est juste qu'ils sont euh, un peu comme quand tu as décrit un enfant qui a pas tout à fait la même perception de la réalité. C'est un peu pareil. Ils ont ce champ un peu plus élargi, pas la tête, pas l'épingle vraiment piquante comme ça, comme pour les humains. Ce qui fait que ils vont pouvoir avoir la perception d'une journée qui s'est passée en une semaine, par exemple. C'est en ça que j'avais perçu ça comme ça. J'avais juste mal mis mes mots sur le concept. C'était juste ça. D'accord, d'accord. Ok, bon. Estelle, je n'ai plus d'autres questions à te poser. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non. Très bien. Estelle, merci. Je vais te faire rentrer à la maison en comptant de 1 à 3. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no.
in alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza
proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore
riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi. Come? Per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione
per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.